for the lead. Long, Looney tip, no. Looney, yes! Looney, yes! The Warriors win it! And your joy is full. Bonsoir la Dub Nation, vous êtes toujours sur SplashPod et on est ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour cet épisode un peu spécial, un hors-série d'été avec la revue du documentaire Stephen Curry Underrated qui est sorti tout récemment. And that feeling of being underrated will always be part of the drive that keeps me going. Alors avant de s'enfoncer dans le débat, je tenais juste à rappeler que notre chaîne YouTube est bien active. On a sorti il y a quelques jours un top 3 des performances individuelles de la saison dernière en vidéo. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à partager vos envies, qu'on contribue à faire grandir la communauté. Sans plus tarder, je vais vous présenter les 3 prospects qui m'accompagneront pour cet épisode. Pour commencer, Loïc, le chroniqueur préféré de ton chroniqueur préféré. Comment ça va, Loïc ? Ça va très bien, merci beaucoup. C'est un réel plaisir d'être avec vous, surtout pour parler de notre genre préféré. Donc voilà, ça va très bien. On est bien d'accord, plaisir partagé. À sa droite, dans notre table imaginaire, parce que on est en distanciel, son seul défaut est d'être lyonnaise. Ça va bien, Mathilde ? Bah écoute, ça va, moi je suis en Ligue 1. Hein. Ah, commence pas là-dessus, sinon ça va très mal finir. Parfait. Et enfin, notre finisseur au cercle, toujours pertinent, sauf quand il parle de bol-bol. Adrien est dans la place. Comment ça va, Adrien ? Ça va, super. À noter qu'on peut retrouver des highlights de Bol Bol qui sont sortis très récemment sur Twitter. Allez voir ça, c'est le meilleur joueur du monde. Ça marche. Bon, on va pas faire plus long comme intro. On a promis de faire un épisode qui ne demande pas de poser un RTT pour l'écouter. SplashPod review de Steph Curry Underrated. Let's go. You can feel in the Bay Area the energy, the love, the appreciation. Because when you think about it, from Stockton to the state's capital, from the East Bay to Monterey, from Marin County to San Jose, the city by the bay and the town, it's all Warriors ground, it's all Dub Nation. Allons directement à l'essentiel. Le documentaire Stephen Curry Underrated, ou Steph Curry sous-estimé en français, est sorti mondialement le 21 juillet sur Apple TV et est disponible en France sur MyCanal. À noter que vous pouvez le regarder gratuitement sur Apple TV puisque Steph a créé un lien d'inscription à la plateforme, gratuit pour 2 mois, et le lien est toujours actif, on vous le mettra en description. Alors de quoi parle Steph Curry Underrated ? Il relate en grande majorité son parcours pré-draft, ses années lycée et surtout universitaire à la fac de Davidson, et en parallèle, il suit Steph durant la saison 2021-2022, année du titre. À noter que le documentaire est produit par A24, une grosse boîte de production indé, mais aussi par Ryan Coogler, qui est connu pour avoir été notamment le réalisateur de Black Panther ou encore Creed. Et il faut noter que la première du film s'était même fait à Sundance, qui est un festival bien connu outre-Atlantique, pour faire émerger les nouveaux talents. Enfin, le documentaire est réalisé par Peter Nix, qui n'en est pas à son coup d'essai dans la Bay Area, puisqu'il avait déjà capturé 3 documentaires à Auckland. Tous étaient axés sur la défaillance des services publics, en filmant la police locale, ainsi qu'une école et un hôpital public. Voilà pour le casting de Steph Curry Underrated. Maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé globalement du documentaire ? Plutôt satisfait ? Est-ce qu'il a répondu à vos attentes ? Mathilde, pour commencer ? Ému, oui, tout à fait. T'as Peut-être versé une petite larme ou Ouais. 2, ouais. Satisfait, ouais, c'était... Alors j'avais déjà vu pas mal d'images de ces matchs à la fac, mais c'est quand même cool d'avoir les images avec les anecdotes, etc. Mm. Et ouais, non, c'était très sympa à regarder. Trop bien. Adé, t'es aussi expansif et positif que Mathilde ? Non, je ne suis pas comme Mathilde malheureusement. Mais j'ai passé un très bon moment. Parce que bon, j'avais vu pas mal d'images déjà avant d'avoir vu ce documentaire. Des images reviennent. Mais sinon, super bien fait. J'ai passé un super moment. Ok, parfait. Et toi, Loïc, du coup ? Moi j'ai adoré, j'ai dévoré ça tout le long. J'ai juste une petite frustration que ça continue pas encore plus longtemps, notamment la période de la fin de la fac et le début de sa carrière, la transition entre les deux, voilà. Sinon j'ai adoré vraiment. Oui, c'est vrai que ça aurait pu gagner en gageur si le pan, la partie sur la draft était un peu plus longue. Ça aurait été intéressant de savoir un peu le process. Donc voilà. Moi perso, j'étais assez curieux du timing du documentaire puisque Steph il a pas fini sa carrière.
Mais ensuite, ça a été très vite dissipé puisque c'est parti en grande, axé en grande partie sur l'avant-draft, le chemin à parcourir jusqu'à la NBA. Et globalement, j'étais assez conquis, pas forcément sur ce que raconte le doc. C'est là où j'ai plus de doutes. Finalement, on n'apprend pas grand-chose de nouveau en termes de basket pur, mais c'est plus sur la forme. Par exemple, moi, dans les images d'archives, j'aime bien les arrêts sur image. J'ai trop bien senti à chaque fois. Ça révèle une discussion, un état d'esprit, des doutes, notamment avec le coach, des discussions qui ont l'air importantes et qui sont majeures dans le récit du documentaire. Et la place donnée aussi à son entourage, qui s'exprime autant que lui, que ça soit notamment son coach comme je disais, ou ses coéquipiers. C'est à l'image du good guy qu'il est en fait, et du leader, de toujours raisonner d'un point de vue collectif. Par contre, le point noir pour moi, ensuite c'est typique du storytelling américain, mais c'est la mise en lumière, les phrases de motivation type développement personnel, parler de résilience, etc. Bon, ça c'est pas trop ma came. Ouais, tu parles bien des phrases qu'on peut retrouver en 3e année de l'école de management, l'école à 10 000 € l'année, c'est ça? Exactement, oui, ou sur Instagram, sur comment devenir millionnaire en 30 minutes. Effectivement. C'est vrai qu'on retrouve un peu ces phrases-là, mais bon, c'est bien fait, donc ça passe. Oui, ensuite Steph il met les formes, hein, donc ça va, c'est pas des discours sans fond Oui, non tout plus. fait. Ouais. Mais bon, voilà. Bon, parfait. Ce que je trouve, c'est qu'on n'a pas aussi parlé de ses rivaux de son époque, en fait, quand il était à la fac. On a vu une apparition de Westbrook à la fin, mais sinon, on entend très peu parler de contre qui se mesurait, par rapport même à la future draft. Voilà, on n'a pas entendu parler vraiment de rivalité avec quelqu'un d'autre durant cette époque draft, alors que c'est un peu le sel de son histoire sur sa carrière NBA. Ah, je pense que c'est fait exprès. Ouais. Bah, je pense que c'est fait exprès dans le sens où c'est centré sur lui, oui. Et pour montrer aussi le truc un peu, tu sais, un peu faire tunnel, tu vois, sur lui et sur, en fait, comme il est underrated, tu vois, il y a pas vraiment, il est au niveau de personne, tu vois, genre, il est comparé à personne parce qu'il est sous-estimé. Je pense, hein, c'est peut-être fait comme ça. Ah oui, non, mais je pense que ça, c'est la vraie raison, c'est qu'il n'y avait pas de rivalité parce qu'il était sous les radars. Ouais. Très bien. Maintenant que tout le monde a plus ou moins exprimé son ressenti global, on va aller sur la grosse polémique de ce documentaire, on peut le dire. Alors, est-ce que underrated était le bon adjectif pour résumer Stephen Curry? Est-ce que c'est légitime de le qualifier comme ça, de cette manière? Mathilde? Est-ce que c'est le bon adjectif pour résumer Stephen Curry? Non. Est-ce que c'est le bon adjectif pour résumer ce qu'il était au lycée et tout le recrutement et ce qui s'est passé à la fac? Oui. C'est peut-être pas le seul adjectif, mais c'est un bon adjectif, et c'est surtout la mentalité qu'il a eue pour arriver à passer les étapes, et c'est la mentalité en tout cas, il dit qu'il la porte toujours, et donc on comprend le nom du documentaire à condition de l'avoir regardé et non pas de juste vouloir critiquer parce que Stephen Curry n'est aujourd'hui plus sous-estimé, évidemment. Je vois ce que tu veux dire, et même sur sa période pré-draft, j'ai quand même après la draft, pardon, j'ai quand même l'impression que, en tout cas dans les médias traditionnels jusqu'au titre de 2022, on posait toujours des astérisques sur lui quand il gagnait des titres. C'était soit parce qu'il avait une super team, c'était pas le numéro 1, il y avait des blessés en face, enfin bref, tous ces poncifs et fausses vérités qu'on a eu de 2015 à 2022, je pense que ça rejoint un peu cette thématique. Oui, et puis même de 2010 à 2015 aussi, les gens te disent ouais, c'est un bon joueur, mais voilà. Alors, déjà, un moment, on a... Pardon. C'était une réalité. Après, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un bon joueur, mais effectivement, on pensait, les gens l'ont sous-estimé si on prend sa place, si on joue en première personne, lui il savait de quoi il était capable. Peut-être, je sais pas s'il se voyait un jour MVP, etc., unanime, avec 4 bagues, mais du coup, voilà. Est-ce qu'il se voyait comme ça? Oui. S'il se voyait comme ça, effectivement, les gens le sous-estimaient du coup.
Pour la période 2000-2015, je pense que c'est plutôt les gens avaient un sentiment de gâchis à cause de ses chevilles, à cause des blessures. Oui, voilà, mais tu vois, perpétuelles, qui peut-être arrivent, lui, son regard à lui, c'était les gens me sous-estiment parce que ouais, j'ai mes problèmes de cheville, mais je suis capable de faire 3 fois mieux, tu vois. Bah, il y a un moment où il était considéré comme le plus mauvais contrat de la ligue, hein, quand même. C'est Ce vrai. qui est devenu ensuite le meilleur, mais Oui, c'est vrai que la période de 2015, 2016, 2017, là où il gagne 11 millions de dollars par an, c'était plutôt rentable. c'est du vol. Pour prolonger ce sentiment d'underdog, d'underrated, j'ai un petit quiz pour vous. Vous savez, Oula. on pose souvent en début de saison tout un tas de questions au GM des différentes franchises. Alors là, on est en 2015, suite à son premier titre de MVP. Et on demande au GM quel est leur joueur favori pour succéder à Steph Curry pour le titre de MVP de saison régulière. Alors, à votre avis, Steph arrive à combienième place de ce classement? Ah, je l'avais vu Loin. à l'époque quand il était sorti, je l'avais vu et j'avais rigolé, mais aujourd'hui te redire, c'est une bonne question. En 1, c'est genre James Harden, je pense. Harden est dans le top 5, mais c'est pas lui. Ok. Il me Ouais, il y a mais LeBron encore, je pense. il y a LeBron, ouais. Il y a KD. Il y a KD, ça fait 3. Il manque plus qu'une personne devant lui. Il était 5e à Westbrook. égalité avec Russell Westbrook. Ah, j'ai Westbrook, qui était à l'époque en 2015 vraiment bouillant. Black Euh, Griffin. Non. Non. Oh. Mais par contre, on est sur le front de courte. Plus à un poste de pivot. Un poste de pivot en 2015? Timmy? Non, bah non, c'est pas possible. Gasol. Non. Non. Trop vieux déjà. Ouais, grave. Bon, Un mec le qui temps a dominait expiré, encore c'était en- Heidi. Ah oui, AD, oui, oui, oui. Ah On ouais, était encore au c'était Pélican. tôt. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Mais Bah, voilà, ça c'était doit pour être. dire. Il me semble que c'est l'année avec Demarcus, non? Ou pas très loin? Euh, Non, c'était une année à 1 ou 2 ans avant. 2016. Bah, ils se font laver 4-0 par les Warriors et du coup, évidemment, il va être MVP la saison d'après. C'est exactement ça. Donc c'est pour dire, enfin voilà, il a quand même été souvent sous-estimé dans sa carrière. Bah, Pas ça, mal, ça a pas permis mal. de lui faire sortir sa meilleure saison derrière. Du coup, ça il devient était, le il était, MVP, premier MVP unanime de l'histoire. Et, du coup, il était quoi, 6ème, 7ème? il était 5e à égalité avec Russell Westbrook. Ok, 5ème. Ok, sympa. Et donc cette année-là, je me rappelle, il y avait une cote de 8 pour la victoire des Warriors pour le titre NBA. J'ai regretté de pas avoir mis de l'argent dessus. Pour Ah bah, tu serais 2015 Oui, juste avant le titre de champion, je me rappelle très bien. Et il y avait une cote de 8 et je me dis allez, de toute façon j'ai rien à perdre, autant le jouer. Puis je l'ai pas joué du tout. C'est une cote de 8. C'était quand, au début de la saison? Ouais, au début de la saison, avant. À la fin avec l'effectif était déjà fait, donc voilà, on savait à peu près ce qu'on avait. Ouais, mais de là à savoir... Enfin, c'était pas évident de prédire les Warriors champions, je pense. Non. Nouveau coach et tout. Très bien. sûr. Du coup, moi, je vais un peu faire l'avocat du diable sur ce statut underrated. Faut pas oublier qu'il est quand même fils de joueur NBA. Alors, c'est pas le seul et c'est notamment une tendance qui s'accélère ces dernières années. Mais c'est pas sur ce terrain que je vais aller. Mais il est quand même drafté 7e de draft. Il est pas hors de loterie ou du premier tour. Il y a des circonstances qui pouvaient faire douter les scouts à l'époque. De là à dire qu'il est underrated, c'est un grand pas, je pense. Bah, c'était le basket de cette époque qui fait qu'il était underrated parce que c'était un basket plus physique. D'ailleurs, tous les experts le disent maintenant, c'est que il a révolutionné le jeu. Parce qu'avant, ces profils-là de shooters à 3 points, il n'y en avait pas tant que ça qui existaient. Et donc oui, c'était plutôt son profil aussi qui faisait qu'il était underrated. Son profil et puis aussi sa façon de jouer qui était un peu c'était du jamais vu, quelqu'un qui tirait à 3 points en transition, bon même s'il le faisait beaucoup moins qu'aujourd'hui, juste de voir un mec faire ça genre 1 ou 2 fois par match, il y a des gens qui hallucinaient, donc ça déjà c'était une chose où voilà, des gens se disaient mais qu'est-ce qu'il fait? Et à l'époque c'était peut-être pas à son crédit comme ça l'est aujourd'hui. C'est sa vision complète du basket qui était sous-estimée parce que même après, avant 2015, les entre guillemets spécialistes qui disaient que c'était impossible de gagner un titre avec
en jouant à un jeu comme ça, en fait, à un jeu joli mais qui paraît pas efficace. Et en fait, il a prouvé que c'était possible. Très bien. Moi, j'ai un autre argument imparable. Tout part de son prénom. Stéphane, ça vient du grec Stéphanos qui veut dire couronne. Pour moi, désolé, il était destiné à briller. Oh waouh, magnifique. Ah ouais, c'est bon. Je suis retombé en 5e B avec mes cours de latin. Cours de latin. C'est bon, La même. c'est bon. Des cauchemars. Et du coup, si vous aviez pu choisir un autre adjectif que underrated, qu'est-ce que vous aurez utilisé pour le mettre dans le titre? Ah. Bonne Bonne question, parce que question, ça lui correspond quand même bien dans ses premières années. Et Moi, j'en ai un en c'est- tête. Alors, c'est moins un coup marketing, mais plus proche de la réalité, c'est undersize. Ouais. Ok. Mais ça, c'est déjà pris. Parce que Tu sais, c'est déjà pris avec pris par. les IT, Nate Robinson. Nate Robinson, par exemple, Ah oui. il avait fait un Ok. truc, ça s'appelait un documentaire sur lui. Bon, ça, c'est que faut vraiment être un peu un taré du basket hein, pour connaître ça. Hein. Mais il avait fait une série Earth of the Over 8. Donc, le cœur avant la taille. Donc, mais c'est un peu pris, mais ça aurait pu correspondre à Stephen Curry un peu. Parce qu'en vrai, sa plus grosse crainte au lycée, c'est de pas grandir. Il fait 1m83, il se demande s'il reste bloqué à cette taille-là. Ça a toujours freiné les scouts. Et c'est devenu l'un des rares petits à mener son titre en tant que leader au titre NBA. Après, moi, je connais Je un trouve ça GOAT colle qui mieux, est dans notre perso. équipe. Qui est dans notre équipe depuis très récemment. Il fait 1m83. Hein. Après, on l'appelle le Il point de God. il a pas comme on mené dit. son titre. Non, mais t'inquiète, ça arrive du coup. Pas jusqu'au titre NBA. Ouais, cette année, Très l'année peu. prochaine, 2024, c'est bon. Ok. Bien mènera sûr, il les- va cocher cette case. Il mènera son équipe depuis le banc. Mais quand même. Fais passer le message. Hein, parce qu'il- sans nos pertes de balles, mais on va être la meilleure équipe, c'est incroyable. Voilà. Et du coup, il rentrera dans la case avec Steph Curry. Bon, allez, le cas Chris Paul est passé. On va pouvoir continuer sur une période importante qu'on peut évoquer. C'est ces années lycéennes à Charlotte Creighton School. Qu'est-ce qu'on retient à cette époque principalement? Loïc, peut-être? Son éducation très stricte. Donc, il y a un moment donné, on voit son coach, son futur coach à l'université qui essaye de le joindre. Il a pas réussi à le joindre pendant 2 semaines. Il s'inquiète. Et en fin de compte, c'est sa mère qui lui avait confisqué son portable parce qu'un de ses copains avait envoyé une insulte par SMS. Voilà, donc c'était une éducation très stricte. Carré, oui. Et ça, on voit que ça le suit pendant toute sa carrière. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui essaye de faire les choses bien et ça le démarque de beaucoup de beaucoup de ses rivaux en fait. C'est quelqu'un qui essaie toujours de d'avoir une bonne attitude en fait, du respect, etc. Je pense que ça lui vient de là. Enfin, en tout cas, on l'apprend là sur le documentaire. Oui, je pense que ça forge et d'où le côté un peu rassembleur de Steph et qui fait peu de controverses. Ça vient de là et de son éducation aussi. Son exemplarité, oui. Oui, exactement. Les autres, peut-être, sa période de lycée, qu'est-ce que vous avez retenu? Mathilde? On voit bien son côté undersize, comme tu le disais tout à l'heure, sur toutes les images. Et je sais plus si c'est au lycée ou si c'était même avant où il voulait jouer avec le numéro 30 et il pouvait pas parce que c'était un maillot qui était beaucoup trop grand et il flottait dedans. Quand même, sur toutes les images du lycée, tu te dis, ah ouais, non seulement il est petit, mais il est tellement frêle. Ouais. Moi, j'ai retenu qu'il a essayé de... ça, c'est sa transition, on va dire, lycée à la fac. Mais c'est vrai que j'ai retenu la volonté de changer son shoot, qui était à l'époque, on va dire, pour les petits, ou même pour les shooters, tirer au-dessus de la tête en extension. C'était quelque chose de demandé par les coachs, que ce soit en France, que ce soit en France, que ce soit en Europe plutôt, ou du coup même aux États-Unis, on le voit, où ils demandaient à ce que ton point de shoot, ton point de release soit assez haut. Ça m'a marqué du coup, parce qu'effectivement aujourd'hui, il a abandonné ça pour d'autres qualités sur son shoot, qui est la rapidité et surtout un shoot en one motion. Il l'avait gardé aussi en partie lycée, mais il montait beaucoup plus au-dessus de la tête, donc forcément
moins fluide. Et du coup, ça m'a marqué du coup parce que du coup, il a refait avec le travail, les étés, etc. Et son développement NBA, il l'a abandonné. Voilà. Et d'ailleurs, il en parle Pas dans le. totalement quand même. Non, Il shoot pas non plus des hanches comme il shootait Oui, non, voilà, au mais lycée. normal, c'est devenu un homme, mais entre guillemets. Mais C'est un bonhomme. voilà. Mais non, ça, c'est ce qui est drôle, c'est que bah tu vois, son père lui a dit et on le voit dans le documentaire, et sa mère, c'est sa mère, je crois, qui a interviewé dessus. Elle dit bah tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux suivre aussi la voie que te donne ton père en te faisant travailler ton shoot et en tirant au-dessus de ta tête. Voilà. Et après, Bah, tu pourras en faire ce que tu veux, garder, mais voilà, donne-toi la peine de travailler. Ça, j'ai bah, retenu ça. Voilà. oui. Bah, c'est sous l'impulsion de son père, hein. C'est lui qui lui dit qu'il faut changer avec sa Oui, taille, c'est pas possible en fait. Donc, exactement. mais ça a été hyper dur hein, parce que c'est presque contre nature. S'il fait, c'est un shooter qui doit changer sa mécanique de shoot. Ah bah, personnellement, je l'ai fait en étant plus jeune aussi. Où on me Ok, disait, donc bah, tu le faut que compares à Stephen Curry, d'accord. Bah, Très bien, bien. alors, le Stephen Curry, mais vraiment de Wish, hein. C'est vraiment du 50 centimes, les frais de port sont plus chers, quoi. Mais non, mais ouais, quand tu fais du basket à un niveau où bah t'as des coachs qui sont là à te dire voilà, à vraiment bah, regarder des détails, à commencer à comment tu peux t'améliorer, bah les coachs effectivement quand t'as 14-15 ans de monter ton shoot et bah du coup ça correspondait à une époque, je sais pas si aujourd'hui ils te le demandent encore, mais par exemple moi il m'avait demandé, comme je suis assez petit de taille, il m'avait demandé de monter mon shoot au-dessus de la tête, ce que j'avais jamais réussi à faire parce que c'est trop dur. Voilà. Et que je m'appelle pas Stephen Curry et que c'est trop dur. Est-ce que tu avais enchaîné les airballs comme lui en première semaine? Oui, hein. Et même pas sur des paniers à 3,05. C'est pire. Ouais, c'est ça, il rentrait chez lui, il pleurait, hein, vraiment, Stephen Curry, et je crois il met genre un mois ou un mois et demi à commencer à avoir ses premières sensations, donc Ouais, Je crois qu'il disait qu'il avait essayé d'aller en pick-up game un jour Mm. et qu'il était rentré en larmes parce que tout le monde le regardait en mode mais le mec il sait rien faire sur un terrain, il peut pas shooter quoi. ouais. Non, c'est Ah oui, non, vraiment c'est- changer c'est- sa mécanique de shoot. Bon, après, on le voit en NBA, certains joueurs, ça leur a détruit leur carrière. je comprends, je comprends. Du coup, dans la transition, il y a la grosse majorité du documentaire qui donne la part belle à ses années universitaires à Davidson. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette période. Sur quoi vous avez envie de commencer? Loïc, peut-être? Oui, alors moi je vois le parallèle avec son coach, qui est un peu le même genre de coach que Steve Kerr, un coach bienveillant, un coach un peu cocon, hein, en fait, c'est qui s'occupe de lui, qui va le mettre dans des bonnes dispositions. Et je pense que c'est le parallèle qui m'a sauté aux yeux là-dessus. Ensuite, ben on voit des choses qui sont en parallèle de sa carrière professionnelle qu'on retrouve, c'est le mental. Le fait de jamais abandonner, même s'il rate, il va continuer à chaque fois. Il lâche jamais l'affaire, et ça on retrouve après durant toute sa carrière. C'est ces deux choses là moi qui m'ont Ouais, du coup, qui m'ont sauté aux yeux. sur coach Bob McKillop et sa capacité à rebondir, oui, clairement, oui. Est-ce que vous avez des choses à dire sur la vie universitaire qu'a connue Steph? Parce que en vrai, il a connu une première année, en tout cas, presque normale, comme étudiant lambda, dans sa petite fac Ouais. là, de 2000 étudiants. Là. Ça, c'est incroyable. C'était cool de voir des images. Ouais, ça, c'était incroyable. Et surtout, je me suis dit, putain, j'aurais dû faire mes études aux États-Unis, hein. Mais bon. Il faut un gros billet pour y aller, donc, ou sinon être très fort au basket. Donc, bah, je remplis pas les cases. C'est clair. Clairement. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, notamment sur son rapport avec le coach, Bob McKillop, qui est assez important, on l'a vu plusieurs fois dans des grands moments de playoff NBA être là, c'est quelqu'un qui compte pour lui, Mathilde notamment? Ouais, bah j'ai bien aimé. On savait l'anecdote par exemple où son premier match il fait les 13 balles perdues là. Ouais, Et d'ailleurs, de voir les 13 compilés comme ça, c'est quelque chose. Hein. ça fait mal. Ah, ça fait mal au cœur. Ça fait C'est mal au très cœur. douloureux à regarder. Même Steph, il disait dans une interview, quand il a regardé ce passage, il était là en mode, mais on dirait que je suis même pas un joueur de basket à ce moment-là. Mais j'aime bien le côté, la confiance qu'il lui donne derrière, et comme il explique, t'avais l'impression qu'il était injouable. Ils se sont dit, mais on est obligé de le mettre sur le banc, et puis en fait, on lui laisse une chance, et derrière, ça réussit, quoi. Je suis d'accord là-dessus. Et moi, j'ai une image qui me reste en tête avec le coach. C'est au moment du premier tour contre Gonzaga à la March Madness 2008.
Les Wildcats, puisque c'est le surnom de l'équipe de basket, Davidson, ils se sont menés 17 points. Et là, t'as le coach McKillop qui prend un temps mort, il regarde ses joueurs et il leur dit avec un sourire de psychopathe, "We are fine, on est bon." Mais grave. Excusez-moi, c'est la genèse en fait de toutes ces fois où il y a Steph qui sourit comme un malade sur le banc alors qu'il est mené et qu'on sait qu'il va faire des dingueries derrière. Mais C'est c'est ça. exactement ce même sourire. C'est genre, il a un switch, tu sais. Il a un bouton qu'il appuie et c'est bon, ça va aller. Moi, je retiens, c'est ce qu'a D'ailleurs, sur la souligné March Madness, pardon, vas-y. Je disais, ouais, pour rebondir sur ce qu'a souligné Loïc, c'est la confiance entre le coach et Steph. Ça, moi, ça m'a touché personnellement, le fait, quand il fait ses 13 pertes de balles, bah, Mathilde l'a souligné aussi, et qu'après, le coach lui fasse confiance et le mettre dans le starting five. Ça, je trouve que c'est, quand tu dois être joueur, ça doit te donner tellement un boost de confiance, de se dire, ok, j'ai fait de la merde au match dernier, mais le coach, me soutient toujours et me pousse même. Et ça, je pense que ça doit être incroyable comme boost de confiance. Oui, le geste est fort. Et d'ailleurs, à la fin du deuxième match où ils perdent quand même, mais Steph Curry réalise. On met 35. En mai 35, il réalise un assez bon match, on peut le dire. Il y a l'arrêt sur image où tu vois à la fin du match le coach et Steph qui se parlent à l'oreille. Je pense que ça a cliqué à ce moment-là. Là, j'ai eu des flashbacks de certains matchs avec Steve Kerr. Ces photos là où il a le bras au-dessus de son épaule. Ça fait un peu de réminiscence du genre. Qu'est-ce que vous avez pensé sinon du parcours notamment de Davidson à la March Madness en 2008? Est-ce que vous avez bien aimé ce passage? C'est le fameux parcours du petit poussé. On se croyait en Coupe de France là. On y était. Carquefou. Carquefou et Enco. Mais ouais, c'était les images, moi, du déjà vu personnellement, puisque j'avais déjà regardé tous les matchs. On peut les retrouver d'ailleurs. Si vous voulez voir des vieux matchs de NCAA, on peut les retrouver sur la chaîne YouTube de la NCAA officielle. Ils mettent pas mal d'anciens matchs. C'est sympa. Où on peut retrouver des joueurs obscurs. Ça, c'est toujours drôle. Et du coup, c'est franchement, et puis l'ambiance aussi autour. Et le petit truc que moi j'ai retenu, qui est l'anecdote sympa, c'est le fait qu'il continue d'étudier même à l'hôtel de la March Madness. Ça, c'est drôle. Ouais, c'est fou. Là, tu te prépares pour aller jouer dans le petit stade de football américain là à Détroit là. Et au lieu de concentrer sur le match, tout le monde est avec ses petites lunettes en train d'aller au CDI quoi, à la bibliothèque. Ouais, et ça c'est fou hein, parce que franchement, quand tu connais un peu le système américain où dans les grosses facs, vraiment les études pour les athlètes à ce moment-là de l'année, elles sont vraiment mises de côté, rien ne compte, et que eux à l'époque, non, tranquille. Enfin surtout Davidson parce que c'est une petite fac et qui est centrée plus sur les résultats, on va dire scolaires. Que il s'arrête pas en fait, juste tu continues à faire tes devoirs et voilà, alors que tu vas jouer la March Madness dans quelques heures. C'est fou. Mais du coup, sur les images d'archives, par contre, c'est hyper sympa, les images d'archives depuis le stade des supporters de Davidson qui ont fait le déplacement. L'ambiance dans le stade, ça te rappelle aussi quelle folie c'est le sport universitaire aux États-Unis. Ouais. En fait. Même dans des possible. Dans des toutes petites facs et encore même plus petites que Davidson où en fait que ça soit les gens de la ville ou les étudiants, vraiment le match c'est le rendez-vous de la semaine, sur n'importe quel gros sport, on va dire universitaire. C'est ça, c'est ce que je me dis, c'est que si t'as pas les moyens de te payer un abonnement pour aller voir une équipe NBA, tu sais que t'as toujours une équipe comme ça qui est dans ta région, c'est super chouette. J'envie ça moi par rapport à la France. J'aimerais trop qu'il y ait ça en France quoi. Ouais. Moi j'avais beau avoir vu pas mal d'images de la March Madness 2008 et tout, ça m'a quand même donné des frissons. Certaines images, c'est impressionnant. T'as notamment le buzzer loupé. Le buzzer loupé de son coéquipier qui est. Ça déchire le cœur. Oh, l'émotion qu'il a encore après autant de temps. Mais c'était son moment en même temps. C'était son moment. Ouais. Ouais, puis je pense que comme il explique, c'est le sentiment de genre tu portes tout sur les épaules et c'est pas la déception pour toi, c'est la déception pour tout le monde à côté quoi. Il y a ça aussi, puis surtout c'est qu'on oublie pas mal, c'est que 3/4 des joueurs, la March Madness pour certains joueurs, c'est leur dernier moment de basketteur professionnel.
dans la Tout peau à fait. de basketteurs professionnels. Hein. Après, ils passent leur diplôme et ils arrêtent complètement le basket, ou en tout Oui, cas, c'est des civils ensuite. ouais, voilà, ça devient un hobby, quoi. Comme nous, enfin, en fait, on peut pas trop comparer à la France, mais ils deviennent joueurs du dimanche comme toi et moi, alors que ben, pendant 3, 4, voire 5 ans pour certains, ils en font tous les jours comme des professionnels avec un rythme complètement soutenu et fou, quoi. Et là, ils vivent un tournoi absolument Exactement, monstrueux. donc je pense au coéquipier, c'est ça, hein, c'est que c'était son dernier match de basket et voilà. C'est la fin de quelque chose et tu loupes entre guillemets le shoot, donc franchement, le sentiment doit être incroyable, enfin incroyable. Oui. Je sais pas s'il est incroyable, mais voilà, une émotion qu'il ressentira qu'une fois, quoi. C'est chouette de voir qu'ils sont restés proches d'ailleurs. Tu sais, quand ils regardent en 2022, du coup, la March Madness, tous les deux sur le canapé, là. Ouais, avec Oui, le call du bon vieux Dre. Oui, parce Grave. que oui, Drake qui trash talk parce que c'est Michigan State qui est sa fac d'origine. Exactement. Exactement. D'ailleurs, ils montrent pas le résultat, mais Davidson a perdu. Hein. Oui, Ah, bon, je en savais même pas, temps, du coup, bien vu. c'était quoi Ils allaient pas montrer ça, forcément. C'est 2022, c'est ça? 2022, Ouais. oui. Ouais, bah, moi, Michigan, c'est une grosse fac. Je sais pas qui est sorti de Michigan cette année, j'ai pas trop suivi. Mais avant, je suivais beaucoup à l'époque de Jared Jackson, Miles et du pivot de Memphis, l'autre j'ai plus son nom, le pivot qui joue à côté de Jaren Jackson avec la blessure Xavier Tillman. Exactement, Tillman. Ils sont tous les trois, du coup Miles, Tillman et Jaren de, de Michigan State. Jaren Jackson, je crois qu'il est de Michigan tout court parce qu'il était coéquipier Jordan Poole. Non, ça c'est Ah, Jordan c'était Poole, c'est à l'université au lycée qui sont. Ah, c'était au lycée, pardon. Ouais. Excuse-moi. Et du coup, Jordan Poole part Michigan et Jaren sous les ordres de Tom Izzo à Michigan State. D'accord. J'en Très suis bien. sûr, je regardais tous les matchs. je te crois sur à cette parole. époque. Sur parole, t'inquiète. Ouais. Ce qui est marrant aussi, c'est que le fait de passer autant de temps sur cette partie, ça montre que Steph a passé 3 ans à Davidson et que au même moment dans le présent, il y a une sorte de fracture entre les anciens et les jeunes. Et du coup, ça peut aussi montrer tout ce que ça implique comme opportunité de grandir en tant qu'homme et joueur, de faire un cursus quasi complet, alors que les joueurs draftés aujourd'hui, ils n'ont pas cet apprentissage de la patience, de vécu collectif, vu qu'ils font tous pratiquement qu'un one shot. Et pas plus des cursus presque complets comme a fait Steph ou Draymond qui a passé 4 ans à Michigan notamment. Donc je pense que c'est marrant aussi. Je sais pas si Kuminga et Moody ont regardé le documentaire, mais Ouais, sûrement. C'était en Je pense qu'ils recommandé. n'ont pas eu la même expérience, ouais. Bah surtout Kuminga, il l'a pas eu vu qu'il était en G-League. il était en Tout G-League. à fait. Donc Moody peut-être un peu plus. Lui aussi, ça se trouve, il s'est dit comme toi, Adri, il s'est dit putain, j'aurais dû aller à la fac aux USA. Ouais, bah après il s'est fait des sous pendant ce temps-là, mais. Ouais. Mais bon, ouais, c'est vrai que franchement, je trouve. Bah, après, c'est un peu les films, c'est toujours un peu survendu, mais je trouve ça à chaque fois, même quand je regarde la March Madness tous les ans, j'ai envie d'y aller. D'ailleurs, c'est un objectif de vie, hein, d'aller faire une March Madness aux États-Unis un jour. Ah, c'est une folie un peu. C'est plus pour l'ambiance que Oui, voilà. pour le niveau Pour la de jeu. qualité de basket, ouais. C'est ça, juste pour l'ambiance, parce que voilà, des stades de football américain remplis pour un match de basket, tu vois ça rarement, quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Oui. Très bien. Du coup aussi, on suit un peu en filigrane la saison 21-22 et notamment la préparation de son mémoire universitaire du coup, parce qu'il a décidé de remplir sur son mémoire qu'il échouait depuis 11 ans. Il porte d'ailleurs sur l'égalité entre les genres dans le sport, il me semble. Qu'avez-vous pensé de ces séquences où il travaille très conscieusement avec ses enfants à côté? Tu veux mon vrai avis ou pas? Vas-y. C'est bullshit. Je suis désolé, hein, mais c'était la C'est partie bullshit. que j'ai moins aimée parce qu'en vrai, bon, La il mise en travaille. scène. Ouais, la mise en scène en fait, c'est ça. Je dis pas qu'il l'a eu gratis, etc. hein, juste, je trouve la mise en scène, voilà, ça m'a fait marrer un peu. Voilà. Le parallèle avec les enfants qui travaillent à côté et tout, c'est mignon, mais bon. Ah oui, d'accord. Moi, Voilà. je vais prendre l'avis différent. Mhm.
Moi, je trouve ça remet un peu, parce que Steph, on le voit un peu, c'est notre super-héros à nous, tu vois. Ça remet un côté un peu humain, tous ces moments avec les loulous, ou même juste son petit appel avec sa femme, ce truc. Alors certes, tu peux le voir ça en mode bullshit, mais tu peux aussi voir ça genre, ah oui, c'est vrai qu'il a une vie normale, en fait, à côté de ses exploits. Et du coup, je sais pas, ça me mettait un sourire aux lèvres, moi. Moi, je pense pas que ce soit bullshit parce que c'était un contrat qu'il avait avec sa mère, donc il devait terminer ses années de fac. Et je pense que je pense qu'il était fier de pouvoir faire ça. Et il s'est donné, j'ai l'impression quand même il s'est donné du mal pour le faire et c'est pas évident. En plus, c'est vrai quand t'as une famille. Moi, pour avoir fait une reconversion comme mon fils aîné, c'est quelque chose de pas facile, mais on a envie de le faire parce que c'est quelque chose dont on peut être fier après. Enfin, Clairement, oui. bon, moi je me fais avoir à chaque fois par toutes les histoires romancées, hein, mais Loïc Fleur Bleue. je préfère Loïc croire le que c'est vrai. romantique. Oui, bah non, franchement, non, oui, je partage aussi en partie votre avis, mais je trouve voilà, c'est un peu trop romancé. Comment il nous C'était un montre peu ça. kitsch, quoi. Voilà, exactement. Genre les petits passages, tout le monde dans la cuisine, ça sort son bouquin. Bon, Ouais, mais franchement, Canon qui explose des bulles à côté, moi j'ai trouvé ça excellent. Oh, le oui, c'est lourd. excellent. Non, c'est excellent, c'est Il est excellent. trop drôle, ce petit. Mais voilà, après, c'est ce que j'ai dit avant la préparation du podcast et j'ai pas pu le faire et j'ai pas trouvé, c'est trouver des parties de son mémoire en fait. Si on peut trouver ça comme en France où en fait dès qu'on fait un mémoire ou une thèse, on peut le retrouver sur le site de ta faculté. Ouais, Je chercherai ça demain, je t'enverrai si je trouve. Ouais, c'est ce qui Et on manque pourra un peu, ou juste pendant une minute, enfin, il s'exprime sur le sujet en fait, celui qui est Ouais, plutôt actif en effectivement. plus dans le développement du basket féminin. C'est vrai. Ouais, Donc, c'est vrai que ça m'a. Enfin, en fait, quand le très peu qu'on en a entendu parler, avec les rares images là, où il fait des conférences avec son tuteur de thèse, enfin tuteur de mémoire, excusez-moi, et c'est vrai que moi ça m'a intrigué, je voulais en savoir plus. Voilà. Mais en tout cas, c'est le documentaire qui l'a vraiment permis de se motiver à fond pour le faire, parce que notamment, il a voulu le faire, il a voulu le finir pendant le lockout, pardon, de 2011, mais il n'avait pas réussi. Et faut aussi dire que pour avoir son maillot retiré à Davidson, fallait qu'il ait fini son cursus en fait. Et Ok. c'est pour ça qu'on a eu la cérémonie avec quand il a eu son diplôme, avec le maillot retiré, et parce que c'était le seul joueur depuis 30 ans, enfin depuis que son coach était le titulaire du programme basket, à pas avoir été diplômé en fait. Donc, Ok. je pense que ça lui tenait à cœur C'est vrai de que je me finir. rappelle plus de ce passage. Et d'ailleurs, Steph, il a assisté à la cérémonie où il retire le maillot de Draymond et de Clem, et il y a personne qui est venu pour le sien. Hein. Ah ouais? Ouais, il y avait que sa famille, il y avait aucun de ses coéquipiers, je trouve ça triste. Surtout que c'était, tu sais, diplôme, etc., tout un truc et toute une belle cérémonie, il y avait aucun des deux. Voilà. Il y avait sûrement une raison. Oui, je pense. Les salauds, Ouais, mais il y en avait un qui était perdu sur son bateau injoignable et l'autre qui avait des podcasts à faire comme nous. Ouais, ou sinon avec LeBron. Franchement. Oui, c'est vrai. Classique. Peut-être qu'il a voulu faire ça discrètement aussi, en famille justement. C'est le Peut-être personnage aussi. qui fait ça. Peut-être. Oui, c'est vrai que ça lui colle bien. Belle histoire, la belle histoire de Loïc. Le romantisme, toujours. Ah oui. Et du coup, pour revenir sur la double timeline, il y a des retours dans le présent, à savoir la saison 21-22. Donc, grosso merdo, c'est souvent des extraits qui doutent des Warriors, où il y a les médias qui disent qu'après Stephen A. Smith. ils ont Tony Truant. Oui, il y a tout le monde d'ESPN que ça va pas durer. Donc... C'est les professionnels aussi, ça. Oui. Donc, ce qui est bien, c'est que ça crée un peu un effet miroir avec les doutes qu'il a pendant ses années fac. Donc ça, c'est sympa. Et surtout, ça se termine sur un montage parfait des playoffs 2022, les 5 dernières minutes et le titre. Ouais. Moi, perso, j'ai versé ma petite larme. Alors qu'en live, je l'avais pas versé. Ah, moi, c'est l'inverse. Je l'avais versé en larmes, mais là, c'est des images que j'avais trop vues. Par contre, j'ai pleuré pour le discours de son coach quand il quitte la fac, là. Oh là là, il m'a trop eu. C'est vrai que c'est émouvant. C'est vrai que j'étais touché. J'ai pas lâché ma larme, mais j'étais touché. Et de toute façon, toujours les émotions. Le titre de 2022, il me fait toujours quelque chose à chaque fois parce que je trouve que c'est tellement fort. Puis j'ai suivi la saison, vraiment j'ai dû bouffer les 100 matchs de la saison, j'ai dû les bouffer, donc
Ouais. Les larmes de Steph, c'est quelque chose, on dirait. Ouais, c'est vrai que C'est là où il m'a eu, moi. Ouais. pleurer à 6h du mat, c'était un peu chaud. Exactement, avant d'aller au boulot, là. Bah moi c'était marrant, moi je l'ai pas eu en live, mais du coup avec la force du montage, du docu, etc. Là ils m'ont eu. Ah oui, Mais c'est fou. Ah ouais, non, moi, en live, c'était quelque chose. Ah, moi aussi. J'étais tout seul dans mon salon en train de fêter ça. J'ai failli réveiller mon fils même pour ça. Je me suis dit, non, il est quand même 6h du matin, ça va être compliqué. parfait. Du coup pour finir, on va aller sur les anecdotes, les thèmes peut-être qui auraient pu être abordés au sein du documentaire et qui n'ont pas été faits. Alors qu'est-ce qui manque dans Steph Curry Underrated? Loïc peut-être du coup? Donc bon, j'en avais un petit peu parlé tout à l'heure. Ce que j'aurais bien aimé avoir une plus grosse transition entre sa dernière année de fac et la draft pour savoir un petit peu. Je pense qu'il devait consulter les articles de presse pour savoir combien il allait être classé, qui était intéressé. Je pense qu'il avait des contacts avec quelques équipes NBA pour le prendre, avec quelle équipe il était en contact, etc. Ça, j'aurais bien aimé avoir cette transition. Ça m'aurait intéressé de savoir avec qui il était au contact chez les Warriors. Enfin, voilà tout ce qu'il a fait. Enfin, toute cette période-là, j'aurais bien aimé savoir. Ouais, Ouais, voir les compréhensible dessous de surtout. l'après-draft. Oui. Ouais. Oui, ça correspond bien en plus. Enfin, ça correspond bien au thème du documentaire qui est vraiment avant la draft, donc enfin jusqu'à la draft en tout cas. Donc ça Ouais. aurait bien collé en tout cas. Ça aurait pas été trop, à mon avis. Mathilde, toi peut-être, qu'est-ce qui manque? Moi, c'était juste une petite anecdote que, honnêtement, j'attendais. Je pensais vraiment que ça allait y être. Mhm. Parce que tant qu'à faire d'avoir son coéquipier, enfin son meneur à la fac, Jason Richards, c'est lui qui a trouvé, entre guillemets, le surnom de Steph, Babyface Assassin. Mhm. Et j'aurais bien aimé avoir l'anecdote de la première fois qu'il l'a sorti, si c'était un entraînement où il a allumé tout le monde et ils en pouvaient plus en face, si c'était un match particulier ou le Ouais, moment comment où il ça, l'a ouais. sorti, enfin, comment ça a été accueilli, je sais pas, est-ce que tout le monde était autour, genre ah mais oui c'est trop ça, je sais pas. J'aurais adoré que lui il raconte l'anecdote de pourquoi il l'a appelé comme ça. Mais c'est un détail, mais je m'attendais vraiment à ce qu'ils en parlent. Très bien. Et moi, c'est peut-être une anecdote qu'on verra peut-être plus tard, parce que moi, je pense, ça c'est un titre personnel, qu'on aura d'autres épisodes. Voilà. Ouais, Voilà. totalement. Ouais, mais Je pas tout de pense qu'on suite, à aura. la fin de sa carrière, je pense. Ouais, voilà, Ouais. je pense qu'on en aura un qui nous fera peut-être les premières années jusqu'à sa blessure, l'explosion, et peut-être après, genre, on va dire fin de carrière, et puis ce qu'il va Et faire puis après, tu vois. sa carrière de golf. Ouais, voilà, peut-être. Mais du coup, moi, j'aurais peut-être, du coup, je pense que ça peut peut-être venir plus tard, mais j'aurais bien voulu entendre l'anecdote avec son rendez-vous lors de son année rookie aux Warriors avec Nike, où ils ont mal écrit son prénom et du coup, il signe pas, etc. Ce qui représente un peu le underrated, où le mec n'est tellement peu connu, où les gens sont peu intéressés par lui, que quand il arrive à Nike, on fait peu attention à lui, et avec une slide où il y a Kevin Durant qui apparaît, enfin une slide qui est dédiée à Kevin Durant et pas à Steph, et qui présente à Steph. J'aurais bien voulu Ouais, non. avoir cette petite anecdote, même si je la connaissais déjà. C'est quand même plutôt fun qui nous raconte les dessous de ce passage. Ah ouais, non, l'erreur du stagiaire du PowerPoint qu'a mis Oui. KD à la place de Curry, je pense. Bah lui il a pas signé le Stéphane CDI. Curie. hein. Oui. Oui, je comprends. Moi, j'aurais bien aimé, dans le documentaire quand même, qu'on développe un peu les réticences des facs, qu'on les confronte un peu à leurs opinions qu'ils avaient à l'époque. Alors pas pour les enterrer, hein, parce qu'ils sont un paquet à pas avoir vu le joueur, à ne pas l'avoir vu et senti le potentiel. Mais par exemple, il y a la fac de Virginia Tech qui avait proposé à Steph de venir faire son université là-bas, mais seulement en tant que redshirt. Redshirt, c'est-à-dire participer juste aux entraînements et pas les matchs, ce qui était c'est un peu indécent comme offre. Je pense que Steph l'avait Le pas très bien reçu à non-respect. l'époque. Bah, en vrai, ouais. Et j'aurais bien aimé que quelqu'un explique les choix. Juste pour mettre un peu de contexte, vous voyez quoi. Oui.
D'avoir d'autres points de vue, quoi. Bah, surtout, c'est que c'est pas une honte de dire qu'à l'époque, il y avait des meilleurs prospects, tu vois, c'est que le lycée, Ah oui, entre non. guillemets. Donc, ouais, ça aurait pu être sympa. Très bien. Je pense qu'on a à peu près fait le tour, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter. Bah, moi, j'espère juste qu'on a fait un peu revu le documentaire aux gens et qu'on les a remotivés à aller le revoir. Moi, ça m'a remotivé, là, par contre. Et en plus, en vrai, c'est gratuit. Hein. Donc, Bah on oui. mettra le lien en description, mais Steph Curry, il a carrément dit à Apple TV, vous mettez un lien pour moi et ça va être gratuit pour tout le Grave. monde pendant 2 mois. Donc, Et il y a quand c'est aucune gratuit, excuse c'est pour toujours le mieux louper. en plus. Exactement. Donc voilà, merci à tous les trois d'être venus. C'était très sympa, même si on a un peu galéré pour l'enregistrement. Oui. C'était un peu Et on fait un petit big up à Joe, quand même. Oui. Je pense qu'il aurait aimé être là pour l'épisode spécial Steph. StephCurry.fr, oui. Ouais. Et oui, et il a pas pu tricher au quiz, donc ça me désole un peu. Mais voilà. petite Du pensée. coup, on n'a pas été si mauvais que ça, quand même, sans tricher. C'est vrai. Je vous félicite. Tous les Merci. trois. Bon allez, Merci. il est temps de se quitter, la damnation. On se retrouve dans 15 jours pour un épisode qui sera un peu plus fun. On vous le dira d'ici là. Et en attendant, n'hésitez pas à partager, commenter, dites-nous. Et on vous souhaite de bonnes fins de vacances à tout le monde. Allez, bye. Merci. Ciao.